Garac, École nationale des professions de l'automobile et de la mobilité, présente Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes ravis, heureux. Nous avons retrouvé notre âme d'enfant d'être ici au Garac. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors pourquoi est-ce qu'on est au Garac, Jean-Luc? Alors on est au Garac, alors il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a une première qui m'est personnelle, c'est que d'abord j'habite juste à côté. Et la deuxième chose, c'est le régional de l'étape. Exactement. Et je suis passé voir Laurent Roux, qui est le directeur, qui va prendre la parole dans quelques instants. Il y a, je sais plus, 3-4 ans. Et il m'a fait visiter l'école et je me suis dit, si j'étais un tout petit peu plus jeune, j'adorerais venir ici et apprendre les métiers. Certains métiers. Alors pas tous, parce qu'il y en a tellement que je crois. On fera un point effectivement. Je serais mort avant de tout avoir appris, mais vraiment j'adorerais. Quand on est passionné d'automobile, je pense que c'est l'endroit où il faut être. D'ailleurs, on a trouvé un autre passionné, tout à fait, l'ami François Alain. Bonjour Monsieur François Alain, bonjour. Comment ça va? Comment ça va bien? Comment ça va bien? Et vous n'êtes pas venu tout seul? Non, je suis venu avec ma petite DS et mon copilote, qui n'est autre que mon plus jeune fils. Et donc voilà, et nous ici au Garac, on vient souvent parce que d'abord on aime le lieu, on aime les gens qui sont ici. Et ce qui est formidable, c'est que Laurent va nous le dire, mais je crois que depuis une dizaine d'années, ils ont doublé les effectifs. On est à plus de 1500 élèves. C'est formidable de doubler les effectifs. On fera un point complet, mais évidemment on va parler du Garac on va parler du Garac. Pas seulement. Oui, on va pas parler que de ça. Il y aura, comme d'habitude, l'essai de la semaine, qui est un événement puisque on essaye la Renault 4 e-Tech, donc la nouvelle Renault 4 électrique, avec une question et vous aurez la réponse tout à l'heure. Est-ce qu'elle est mieux que la R5 électrique, qui est voiture de l'année 2025? Suspense terrible. Bon, un petit élément quand même, j'ai été agréablement surpris par cette voiture. Vous me dites ça. Et moi j'ai eu un coup de cœur physique. Alors j'entends de la voiture, l'ami Jean-Luc, quand elle est sortie, que je l'ai découvert sur le mondial de l'auto. Autre sujet, vous allez voir que ça va tous nous intéresser. Qu'est-ce que l'on risque sur tout ce qui est refus d'obtempérer? Qu'est-ce qui a changé cette semaine? Et on aura notre avocat à nos côtés. Exactement. On est face à des voitures et des motos de police d'ailleurs. Pour ceux qui ont l'image sur Facebook, ils pourront le voir. Et cette semaine, il y a eu une circulaire du ministre de l'Intérieur. J'en dis pas plus, restez avec nous, vous saurez. C'est-à-dire qu'en fait, Jean-Luc va repartir dans le panier à salade, mais il ne le sait pas encore. Alors moi, en ce moment, je mange de la salade pour le body summer, donc ça va bien, je vous accompagne, jamais sans mon ami Jean-Luc. Allez, on parlera aussi de Michelin, qui révolutionne une nouvelle fois le marché du pneumatique. Exactement, avec le Cross Climate 3, et vous allez voir, alors c'est un pneu qui marche l'été, l'hiver, et sa particularité, c'est qu'il est aussi bon que les pneus sportifs. C'est incroyable. Un pneu qui tient dans la neige et qui, sur un tour de circuit, serait presque aussi bon qu'un Pilote Sport 4 ou Pilote Sport 5, qui sont les pneus sportifs de Michelin. Et puis évidemment, vous, sur la page Facebook de Sud Radio, nous sommes en direct. Je suis avec vous, je vous lirai, vous pouvez réagir. Bienvenue au Garac, émission spéciale. Nous sommes à Argenteuil, c'est l'école des métiers de l'automobile. Et vous allez voir que quand on parle des métiers, on parle autant du vendeur que de celui qui va travailler sur des grands moteurs de Formule 1, en passant par nos carrossiers, nos techniciens, nos réparateurs dont nous avons besoin. C'est parti, on y va? Allez, c'est parti, 2 heures au Garac avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on commence tout de suite en accueillant nos invités. Laurent Roux, qui est le grand directeur du Garac. Bonjour Laurent. Directeur général du Garac. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Et puis Raymond Vier, qui est président du Garac, qui est avec nous aussi, un vrai passionné d'automobile depuis toujours, on pourrait dire presque. Depuis toujours, oui, c'est sûr. Alors on entend, il y a un petit son de cornemuse derrière. On n'est pas en Écosse, on est à Argenteuil, je tiens à préciser. Je ne sais pas si ça passe dans les micros. Oui, ça passe. Laurent, la cornemuse, c'est pour nous amener la pluie, c'est quoi c'est déjà fait là. C'est pour nous accompagner ce jour. Juste un mot sur Raymond, parce que moi j'ai eu la chance de le rencontrer sur le salon des dépanneurs de Toulouse. Il est l'homme qui a créé le salon des dépanneurs. C'est un homme qui est baigné dans l'histoire de l'automobile et de ces métiers exceptionnels que j'appelle les anges gardiens, parce que sans eux, notre mobilité n'existe pas. Et je tenais quand même à donner un grand coup de chapeau à Monsieur le Président qui est là, il sait toute la tendresse que j'ai pour lui. Merci. Combien d'années de métier dans l'automobile, Raymond? J'ai débuté en septembre 1962. Oh là! T'étais né, toi? Non, j'étais pas né. François a passé son permis, je me souviens. Si vous permettez, j'étais déjà à la retraite, moi. De découvrir en fait l'automobile, je ne dirais pas depuis ses débuts, mais déjà on commençait à avoir des voitures dites modernes à l'époque. Tout en sachant qu'à l'époque, il y avait dans une marque, je vais la citer,
une marque Renault, il y avait une voiture qui était imposante, c'était la Renault Frégate. Et la Renault Frégate, un exemple, il y avait 56 raceurs. Où sont les raceurs aujourd'hui? Oui. Non, les raceurs. Des graisseurs. Excusez-moi, Président. Mais la graisse, c'est ce qui vous fait fuir plutôt. Moi, j'aime bien parce que le gras, c'est la vie. Ça peut être vu comme ça. En gastronomie. Oui, c'est vrai. Alors, Raymond Vier, le Garac, c'est une école privée, mais qui dépend évidemment de fédération. Et si vous êtes le président, c'est que vous êtes là au titre de Mobiliance. Quels sont d'ailleurs les partenaires de l'école ? Le Garac a été créé en 1948 par 4 partenaires. Il y avait la Fédération française de la carrosserie, la FFC. Il y avait l'INCM, c'est-à-dire le cycle et le motocycle. Il y avait les électriciens spécialistes de l'automobile. Et il y avait, bien sûr, l'automobile qui, à l'époque, ne s'appelait pas Mobiliance, il s'appelait pas CNPA, ça s'appelait la CSNCRA. Alors pour nos amis qui nous écoutent, c'est très professionnel. Ces mots-là, ce sont les fédérations, les syndicats qui regroupent tous les métiers. Voilà ça. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous êtes dit, comme on a besoin de gens compétents pour la réparation automobile, on va carrément monter une école, comme ça au moins on sera sûr qu'on a les compétences nécessaires. C'était très audacieux. Ouais. Et les organisations qui ont accepté qui ont volontairement fait la création de cette école, ils ont choisi Argenteuil, je ne sais pas pourquoi. Donc, peut-être une des raisons, c'est parce que dans le secteur d'Argenteuil, il y avait des usines de construction automobile. Et c'était bien évidemment de la sortie de l'usine. Après, il fallait faire la réparation. Et c'était un moyen important de recruter des collaborateurs de bon niveau. Puisqu'ils connaissaient, certains avaient travaillé dans l'automobile, à la construction, et après, il fallait la réparation. Donc c'est tout à fait légitime, tout en sachant que les grands constructeurs, même les constructeurs de véhicules industriels, étaient tous dans la région parisienne. En province, il n'y avait rien. Oui, historiquement, c'est vrai que c'était majoritairement dans l'ouest parisien. Il y avait l'usine Lorraine Dietrich à Argenteuil, qui ensuite est devenue l'usine Dassault. Les carrossiers aussi étaient très présents dans ce secteur-là. Depuis 1948, ça a quand même... Il n'était pas là, Laurent. Non, il n'était pas là. Non, Laurent n'était pas né à l'époque de... L'école a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est la plus grande école en France qui forme en métier de l'automobile. Oui, c'est la plus grande qui regroupe effectivement l'ensemble des métiers, auto, moto, poids lourd, dont les domaines mécanique, électronique, carrosserie, réparation, peinture et la vente et le commerce. Donc effectivement, on va du bac pro à l'ingénieur en passant par l'entièreté des diplômes que l'on connaît, BTS, licence. Donc on en a pour tout le monde, ils peuvent venir après le collège, après le bac. Et c'est on les attend, mais il faut surtout qu'ils soient passionnés. Ouais. Et juste précisons, parce que nos amis qui nous écoutent de Marseille, de Toulouse, de Bordeaux, de Strasbourg se disent oui, mais enfin vous êtes à Argenteuil, on fait comment? C'est un internat, donc vous avez des élèves qui viennent de la France entière aussi. Tout à fait. On a une possibilité de les héberger dans l'internat pour les pré-bac, et pour les post-bac qui ont besoin un peu plus d'autonomie, c'est la résidence. D'accord. Il y a plus aujourd'hui 30 formations, c'est ça? Oui, on a une trentaine de formations, tout à fait, puisque bien sûr elles évoluent aussi avec le temps. On va sur l'électrique, la maintenance des véhicules à batterie, le VE, le VH. Alors j'ai eu la chance très bientôt, bien sûr, la réparation aussi des batteries. Ouais, j'ai eu la chance de visiter cette semaine le Garac en votre compagnie. Il y a une vidéo qui a été faite avec un drone que je trouve assez spectaculaire, qui passe là derrière nous, mais que ceux qui regardent sur Facebook vont pouvoir découvrir. On voit tous les ateliers, c'est extrêmement moderne. Moi, l'image que j'avais, alors on va retourner au moment où j'étais à l'école, c'était les temps modernes encore, on avait la télétolimeur, il y avait des choses, c'était pas très... C'était pas très au goût du jour. Là, on a le sentiment d'être chez un constructeur automobile, pratiquement. Et on voit. Et comment vous faites d'ailleurs pour être toujours... Il faut un coup d'avance quand on est une école. Il faut pouvoir former les gens aux technologies qui ne sont pas encore arrivées. Excuse-moi de te couper la parole, mais dans le milieu de l'automobile, ils ont toujours eu un coup d'avance. Et pas qu'à l'école. Le milieu de l'automobile, enfin Raymond Vier peut le dire, il y a toujours eu un coup d'avance. Absolument. C'est un milieu très innovant. C'est un milieu qui était absolument très innovant. Et ensuite, c'est un milieu où c'est que nous devons être très observateurs pour découvrir et éventuellement nous avons une relation proche avec les constructeurs pour qu'on puisse découvrir
toutes les nouvelles technologies qui peuvent être appliquées et éventuellement ou ne pas être appliquées. Mais ça fait partie en fait de notre ADN, d'être très proche. Ouais. Vous faites comment pour être à jour, Laurent ? Eh bien, écoutez, on essaie en tous les cas de coller à la réalité. C'est une réelle angoisse parce que quand on est dans le monde de la formation, vous le dites, il faut vraiment être en phase avec la réalité. Sinon, on sort des jeunes qui ne sont pas employables. Or, nous, ils sont tous employables. Ils sont même insérés. Le taux d'insertion est à 97% dans les 6 mois. Ouais. Et très clairement, c'est un emploi garanti dans nos métiers. Donc, c'est une chance et on est accompagné effectivement par la NFA aussi qui gère toutes les formations de la branche, avec les certifications auxquelles on forme. En plus des diplômes éducation nationale qui sont présents aussi dans cet établissement. Taux de réussite au diplôme ? Taux de réussite, 96%. Et alternance, il y a beaucoup d'alternance, il y a beaucoup d'apprentissage. Tout à fait. On a en fait tous les modes de formation qui sont possibles dans cet établissement. On a à la fois l'apprentissage, le monde scolaire, donc tout se côtoie dans un seul et même site. On peut former aussi, j'ai vu qu'il y avait, quand j'ai visité, il y avait des mécaniciens qui étaient là pour des constructeurs qui viennent se former aussi. Tout à fait, on apporte également aussi aux salariés de la branche la montée en compétences, comme on peut le faire. C'est la fameuse formation initiale, et dite continue. Initiale, c'est pour les jeunes élèves, continue, c'est pour formation tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Pourriez prendre François Alain en stage. Il serait temps que j'apprenne. On l'a pris. Par contre, dans les nouveautés, oui Raymond, pardon. Il est déjà venu. Hein. Ah oui. Il a déjà mis les mains dans le cambouis sans problème. Il a déjà eu un conseil de discipline aussi. Oui, j'ai déjà eu un conseil de discipline. Pour quelle raison ? Allez, parce que personne nous écoute. Allez. Il a fauté. Mais qu'est-ce que c'est quoi comme faute ? Je sais plus, mais c'était. Non, mais c'est parce que. C'était un prétexte télévisuel pour une séquence gag comme on les aime. Juste une chose. Ceci dit, c'était du vécu. Ça m'a quand même rappelé les vraies années où j'étais. C'est compliqué d'être au milieu de 4 garçons. Retrouvé dans le bureau du Dirlo. Dans les innovations, enfin dans les choses qui changent, on en parlait tout à l'heure, c'est la féminisation des élèves. Et ça, bravo. Les métiers de l'automobile attirent de plus en plus les jeunes femmes et les femmes. Tout à fait. En 97, on avait moins de 5 filles. Et là, cette année, nous en avons 79 en formation. On a augmenté. Mais sur combien d'élèves aussi ? Sur 1500. Ah oui, ça reste très masculin. Mais la proportion a quand même beaucoup. Ça change. Ça a énormément augmenté. Ça évolue. 40%, non mais sérieux. C'est ça, on a augmenté de plus 40% par rapport à l'année scolaire précédente. Ouais. Et là, on en a déjà plus de 90 qui sont inscrites pour la rentrée prochaine. Il y a un virage qui s'opère. Et c'est-à-dire parce que les métiers de l'automobile ont changé et que c'est plus... Moi, c'est tous mes cousins étaient mécanos, le sont toujours. Hein, donc ils avaient les codes bleus, tout pleines de graisse, les mains, les doigts noirs. Ça a changé tout ça aussi. Est-ce que c'est ça qui attire de plus en plus les femmes ou pas, les filles ? Je pense qu'elles ont leur place, elles sont attendues par les entreprises, on les demande de plus en plus et toutes celles que nous avons en formation sont remarquables. Donc je pense que elles ont un coup d'avance aussi. Oui, on en aura d'ailleurs avec nous tout à l'heure, on aura des élèves et des anciens élèves qui viendront témoigner de leur passage. Dont une jeune femme d'ailleurs. De leur passage au Garac. Les dernières formations qui ont été mises en place, c'est quoi ? C'est l'électrique, hein. Maintenance des véhicules électriques, VEVH, consignation, habilitation. Il y a toute une réglementation qui en fait fait que on doit être en fait habilité pour avec certaines habilitations de premier niveau ou de niveau plus élevé, puisque le Graal dans nos métiers, c'est d'être habilité travaux sous tension, parce que bien évidemment, les problèmes qui arrivent sur les véhicules, pour les réparer, il faut pas débrancher tout. Justement, il faut pouvoir ausculter la voiture, et je dis bien ausculter parce que on se rapproche là aussi du médical. Hein. Ouais. Et ça, on en parlera dans l'émission d'ailleurs. On va en parler, on va faire un petit focus tout à l'heure. Il y a quelque chose qui m'a marqué aussi en visitant l'école, c'est que j'ai pas vu un étudiant avec un téléphone portable, j'ai pas vu un étudiant avec des baskets, j'ai vu pas mal d'étudiants avec des cravates. Ça fait un peu, je comprends la cornemuse, c'est un peu l'éducation stricte à l'anglaise, oui. Le Garac a ses codes, a ses règles, et puis je pense que c'est bien d'avoir des règles, et d'ailleurs c'est même les jeunes qui nous les demandent, donc autant dire qu'on est content et on va continuer. Hein. On va continuer de parler du Garac si vous le voulez bien dans quelques instants. Juste après la pause, il y aura l'essai de la semaine et vous savez que vous pouvez nous rejoindre en direct et en image sur la page Facebook de Sud Radio. Vous voyez tout le monde, nos invités, l'ami Jean-Luc, l'ami François Alain qui fait toute l'émission avec nous. Voilà, parce que c'est le chouchou du jour aussi ici et pas seulement. On se retrouve avec l'essai de la Renault R4. Puis ensuite, on parlera du refus d'obtempérer. Qu'est-ce qui vient de changer cette semaine? Restez avec nous sur Sud Radio.
plan. Et nous sommes toujours en direct de cette grande école Le Garac à Argenteuil avec un essai de la semaine qui va débuter, que vous allez bien sûr pouvoir suivre si vous nous suivez aussi sur la page Facebook de Sud Radio, où vous êtes fort nombreux déjà à nous rejoindre. Eh bien restez, parce que la voiture de l'essai de l'ami Jean-Luc, moi perso, je suis tombée amoureuse. C'est la voiture de l'année 2026, c'est un scoop que je vous livre. Non, c'est vrai qu'après la R5 qui a été sacrée voiture de l'année 2025, Renault continue de surfer sur la fibre nostalgique pour démocratiser le véhicule électrique. La Renault 4 e-Tech, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, reprend la base technique de sa petite sœur, mais se veut plus polyvalente pour séduire. Elle reprend aussi les codes stylistiques de la 4L d'antan. Ça commence par une calandre verticale avec des phares ronds, puis il y a le pli caractéristique de la 4L en haut de la ligne de caisse, mais c'est surtout 3/4 arrière que la filiation est la plus marquée. Clin d'œil cette fois au lieu de production, la couleur de notre modèle d'essai, c'est le bleu Hauts-de-France. Le bleu de France, vous savez pourquoi? Tiens, François Alain, vous savez pourquoi le bleu de France sur la voiture? Parce qu'il fait toujours bleu dans le nord de la France. Parce que la voiture, elle est fabriquée à... Là où il y a le clair de lune, Maubeuge. Exactement, elle est fabriquée. Le clair de lune à Maubeuge. Bienvenue elle est sur fabriquée à Maubeuge. À Maubeuge. Radio Papy. Allô. Ce qui est étonnant, c'est que l'aspect général de cette R4 donne l'impression d'avoir affaire à une grosse voiture alors qu'elle ne mesure que 4,14 m de long. Les roues sont aux 4 coins, elles sont plutôt généreuses en diamètre avec des jantes de 18 pouces. C'était le cas sur la première 4L qui avait des grandes roues. Et puis Renault insiste beaucoup sur la praticité du coffre, dont le haillon est motorisé sur cette finition iconique et dont la capacité est plutôt bonne, 420 litres, mais surtout dont le seuil de chargement est très bas, ce qui permet de s'y asseoir pour refaire son lacet. La R4 utilise la même plateforme que la R5 avec un empattement rallongé à 2,60 m. L'espace aux places arrière est donc plus généreux. Elle emprunte aussi la planche de bord à sa petite sœur. On s'en plaindra pas, car elle est bien dessinée avec là aussi quelques références au passé. La qualité des matériaux est également bonne, même s'il reste quelques plastiques rigides, par exemple, sur la console centrale. Mais c'est vrai que le tableau de bord de cette R5, on va dire R5 puisque c'est le même pratiquement sur la R4, est une vraie réussite. Les compteurs font appel à un écran de 10 pouces, lisible, mais qui manque un peu de fantaisie par rapport au reste de l'auto. Moi, j'aurais aimé un compteur, vu que c'est du numérique, on aurait pu mettre des compteurs ronds, on aurait pu mettre un compteur dans l'esprit de la R4 d'époque. J'en ai parlé avec le patron de Renault, il m'a dit c'est pas impossible. Donc ça sera une idée, Jean-Luc Moreau, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bonne chose aussi, la fameuse touche qui vire en 2 pressions les aides à la conduite inutile. Elles sont nombreuses, je sais pas si vous savez combien ça coûte, ces plaisanteries. Sur des petites voitures, ça coûte 2 000 €. Non. Et ça coûte, oui, voilà. Donc ça coûte cher. 2 000 € qu'on jette à la poubelle. Bonne chose encore, les touches physiques pour régler la climatisation et la pompe à chaleur qui est livrée en série. Bonne chose enfin, le système Open Airlink qui est conçu en partenariat avec une petite start-up américaine qui s'appelle Google. C'est un modèle d'ergonomie et de fluidité. Et puis pour conclure le tour du propriétaire à l'intérieur, précisons que notre finition haut de gamme iconique est très bien équipée avec entre autres un volant et des sièges chauffants. Oh, il y a un volant dans la voiture. Il y a un volant dans la voiture. Il y a un volant dans la voiture. Et ça, je vous confirme, c'est vraiment une innovation. Nouveau, voilà. Il y a des roues. Oui, on essaye aujourd'hui la version la plus puissante, 150 chevaux avec la grosse batterie entre guillemets de 54 kWh, avec une chimie qu'on appelle NMC. Alors les étudiants qui sont ici savent ce que c'est, nickel, manganèse, cobalt. Pourquoi? C'est plus cher, mais ça permet de limiter l'encombrement et surtout le poids du véhicule. La voiture pèse 1460 kg. Avec un châssis puis un moteur de R5 e-Tech, on se dit au volant de cette R4, ça va ressembler vraiment à la conduite de la R5. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. En fait, elle est, tenez-vous bien, plus agréable à conduire. Son confort et son silence sont supérieurs, tout en conservant une belle vivacité. En effet, malgré un poids et un empattement supérieur, la R5, supérieure à la R5, la 4L reste un régal d'équilibre dans les virages. Bon, avec les 245 Nm de couple du moteur électrique et les 150 chevaux, les accélérations et les reprises sont toniques, 0 à 100 en 8 secondes 2, ça marche bien, mais comme je vous dis, ce qui est surtout, c'est que c'est vachement agréable à conduire. J'ai eu du mal à trouver un ralentisseur au Portugal où on a fait l'essai pour tester les suspensions et on n'a pas été trop secoué. Oui, parce que là-bas, il y a eu beaucoup d'R4. Quand il y a des ralentisseurs, en plus, ils respectent la réglementation. C'est plutôt pas mal. Ouais. Et puis, il y a un autre atout de on va l'appeler 4L,
tiens, par rapport à la R5, c'est des fameuses palettes au volant qui permettent de régler la récupération d'énergie jusqu'à ce qu'on appelle un mode one pédale. C'est quoi le one pédale? Ça freine tout seul, ça dispense pratiquement d'utiliser la pédale de frein. Sur l'autoroute... Ça marche plutôt bien d'ailleurs, les one pédales. Ouais, ça marche. Moi, je suis pas un fan, mais bon, ça marche plutôt bien. Bon, sur l'autoroute, avec le pare-brise doublé, le confort acoustique est très bon et ça n'est pas la seule bonne surprise. Certes, pendant mon essai au Portugal, j'ai pas fait d'autoroute à 130, d'abord parce que c'est limité à 120, mais sans rouler de façon mollassonne, j'ai consommé en moyenne 13 kWh au 100 km. Ça signifie que sur route, on peut couvrir les 400 km qui sont promis par le constructeur. Alors évidemment pas à 130 sur l'autoroute, je le répète, mais en roulant normalement, on franchit largement les 400 km. Pour la recharge, c'est pas trop mal non plus, avec des allures maximales de 11 kW en courant alternatif et 100 kW en courant continu, avec en plus des fonctions V2L et V2G. Là, à chaque fois que je dis ça, normalement Laurent se dit « Ah oui, je sais, V2G, je sais ce que c'est. » Si on a une borne compatible... Voilà, véhicule to grid. Oui, on peut fournir de l'énergie au réseau et on gagne des sous. Et le V2L, c'est quoi? Bien, vous vous arrêtez sur la route, si vous avez le connecteur, vous pouvez brancher votre sèche-cheveux et vous sécher les cheveux sur la voiture. C'est quand j'ai un cheveu sur la langue que je m'envole et je dis V2L. V2L, oui. Alors au final, elle est vraiment craquante cette R4 E-Tech. Même si son look est moins sexy que celui de la R5, elle est plus confortable, elle est plus polyvalente, elle est plus familiale pour à peine plus cher. Le modèle de base coûte un peu moins de 30 000 € et la version iconique avec le gros moteur et la grosse batterie coûte 37 490 €. Et comme elle est fabriquée en France, à Maubeuge, on peut profiter du bonus écologique. Donc quand je vous disais... Voiture française, monsieur. Oui, voiture française. Future voiture de l'année. Pourquoi pas? Parce que c'est la surprise. C'est la bonne surprise. C'est la bonne surprise. Et on a tous les journalistes qui étaient présents à ces essais ont été étonnés. La bonne surprise, c'est qu'elle est plus agréable que la R5, alors que la R5 nous avait déjà séduit par sa facilité, son efficacité. La R5, elle est, si vous voulez, elle est un peu plus dynamique à conduire. Si vous voulez faire des routes de montagne et puis rouler comme des journalistes, voilà. Il vaut mieux la R5, mais la R4 pour monsieur et madame tout le monde, c'est très bien. Il y aura un mode un peu pas 4x4, mais... Alors il y aura des versions. Alors oui, il y a plein de versions. Mais on n'en a pas parlé, mais elle a une garde au sol. Elle a une garde au sol un petit peu surélevée déjà, la R4, ce qui permet de passer, par exemple, sur des chemins de terre. C'est vraiment la... Ce qu'il faut dire, c'est que la R4 et la R5, à l'époque, ont été bien sûr très souvent voiture la plus vendue en France. Et donc, je crois même que la R4 elle doit être la voiture française qui a été le plus souvent élue voiture la plus vendue. La voiture la plus vendue. Ah ouais. C'est-à-dire que la 4L, enfin la R4, pour être plus exact, dans les années 60 et 70, ça a été une voiture qui a été très régulièrement la voiture la plus vendue en France. Donc, on souhaite tout ce bonheur pour la nouvelle. On a une très très belle image de l'ami François. Avec la voiture qui est sortie l'année de son naissance. Le permis de conduire, c'était la Juva 4 en 1938. Exactement. On est toujours en direct du Garac pour ceux qui nous rejoignent. Vous avez les images en direct sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a juste notre ami Stéphane qui est aujourd'hui le 4e co-animateur, parce qu'on a François en 3e, qui dit « Je me souviens de l'odeur des fauteuils de paille comme à l'époque ». Alors c'est pas le cas sur la nouvelle 4L, hein, évidemment. Oui, on dit R4 ou 4L alors aujourd'hui on dit R4. Ouais, en fait c'est Renault 4 et la 4L c'était un modèle particulier. Ouais. Elle voulait dire luxe, donc en fait on dit toujours 4L, mais c'est pour ça que mon prénom commence par un L. C'est ça. Allez, on va faire une pause et puis dans quelques instants on va changer complètement de sujet. Oh mais écoutez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est ça. Nous allons accueillir au téléphone maître Rémi Jossaume, qui est avocat au barreau de Paris, président de l'Automobile Club des avocats, et on va revenir sur ce qui vient de changer cette semaine quant au refus d'obtempérer. C'est sur Sud Radio, c'est dans On parle auto. À tout de suite. Sud Radio, On parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Vous a été présenté par Garac, École nationale des professions de l'automobile et de la mobilité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et évidemment, nous allons continuer jusqu'à midi de parler de tout ce que propose le Garac, avec dans quelques minutes tout ce qui est développement du véhicule électrique dans le parc automobile, quelles conséquences sur le métier des réparateurs automobiles, et évidemment sur la formation des jeunes, on en parlera avec le Garac. Mais tout de suite, on accueille maître Rémi Jossaume, qui est avocat au barreau de Paris et président de
l'Automobile Club. Ouais. Bonjour maître. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc et salut François. J'ai cru que François comment ça va? Oui, on a François avec nous parce que comme on a parlé de refus d'obtempérer et qu'on est face aux voitures de police, François est tout à fait dans le thème. Ils se sont dit que c'était le bon sujet. D'ailleurs, pour le refus d'obtempérer, juste une question, il y en a quand même de plus en plus ou c'est parce qu'on en parle de plus en plus, maître? Alors Laurence, il y en a globalement de plus en plus, mais il est vrai que l'aspect plus positif de l'année 2024, c'est qu'il y en a un peu moins que les années précédentes. Mais ça reste globalement un délit que l'on constate toutes les demi-heures selon les chiffres et les statistiques officielles. 24 900 délits de refus d'obtempérer routier l'année dernière. En 2024 ouais, c'est pas rien. C'est quoi d'ailleurs, comment est caractérisé un refus d'obtempérer? C'est quoi? Alors d'abord, le refus d'obtempérer, très clairement, il est le fait de refuser d'obtempérer, donc, mais à des sommations de s'arrêter. Alors c'est très important de préciser le texte parce que ça veut dire que d'une part, il ne faut pas le confondre avec le délit de fuite. Le délit de fuite, c'est j'ai commis un accident où je suis impliqué et je prends la fuite, donc ça implique un accident. Mais le refus d'obtempérer, ce n'est pas non plus le fait de ne pas respecter, par exemple, ce que va vous demander un agent de police. Si l'agent de police vous demande de tourner à droite ou de tourner à gauche parce qu'il y a un obstacle sur la route, ce n'est pas, si vous ne le faites pas, ce n'est pas un refus d'obtempérer. Donc c'est autre chose. Là, c'est le refus de respecter les injonctions de signalisation d'un agent de police. Bon, le refus d'obtempérer, c'est vraiment le refus caractérisé de m'arrêter en vue d'un contrôle. Donc d'un contrôle d'alcoolémie, de stupre ou d'un contrôle de papier, bien évidemment. Rémi, si par exemple je roule de nuit et qu'il y a une voiture derrière moi qu'il y a une voiture banalisée, même avec une petite plaque police, et que j'ai peur, ça peut arriver, que je refuse de m'arrêter, est-ce que je peux être accusé de refus d'obtempérer dans des cas comme ça? Alors, le refus d'obtempérer, comme quasiment tous les délits, implique évidemment qu'il y ait une intentionnalité, c'est-à-dire une volonté consciente, délibérée, de ne pas respecter la loi. Donc, parmi les éléments qui vont permettre de construire une défense, d'abord, on va contextualiser évidemment la situation, contextualiser les faits, et peut-être même, et ça arrive, j'en plaide, et je le fais reconnaître parfois, démontrer qu'il y avait soit une confusion, soit une incompréhension dans l'esprit du conducteur, soit tout simplement que le policier ou le gendarme, tel qu'il s'est revendiqué, ne l'a pas fait suffisamment de manière ostensible auprès de la personne qui a été contrôlée. Je pense notamment à l'un de mes récents dossiers où le policier était avec une voiture personnelle, une voiture vraiment tout à fait traditionnelle, et n'a absolument pas présenté de brassard de police, n'a pas présenté de carte de police, et le seul fait d'avoir dit police a été considéré par le tribunal, et me semble-t-il à juste titre, comme un élément insuffisant, ou en tout cas permettant de penser que oui, la personne dans ces circonstances-là, et alors qu'elle avait rien à se reprocher selon elle, pouvait parfaitement se méprendre sur la qualité de celui qui lui demandait quelque chose ou qui lui intimait un ordre. Donc tout ça va être une appréciation évidemment du tribunal, et j'allais dire un conseil pratique, Jean-Luc, si vous êtes dans cette situation-là et que vraiment vous avez un doute important, parce que acheter un gyrophare de police, acheter un brassard de police, tout ça c'est très facile aujourd'hui sur internet. Si vous avez un doute, vous appelez vous-même la police immédiatement, ou vous vous rendez dans une gendarmerie ou un commissariat. Bon voilà, après faut être sérieux aussi. Tout va dépendre du contexte. Une question rapidement, parce que vous dites la police va vraiment nous donner un ordre, mais si elle est derrière nous, tant qu'elle est derrière nous, en fait, on n'est pas censé comprendre que on doit s'arrêter. Dame Laurence, les rétroviseurs, ça s'arrête. Non, mais on est d'accord, mais si j'ai bien compris, le refus d'obtempérer, c'est à partir du moment où j'ai... C'est ça. Alors, oui, Laurence, votre exemple est très pertinent, et j'en parlais hier à Jean-Luc en préparant l'émission. J'ai fait relaxer la semaine dernière à Paris un motard qui, soi-disant, aurait refusé d'obtempérer parce qu'à un moment donné, dans une vidéo, on voit un peu de gyrophare, je vais dire un peu parce que c'est vraiment pas clair, un peu de gyrophare sur le périphérique. Et évidemment, un gyrophare, d'abord, faut-il que ça soit un gyrophare de police ou de gendarmerie. Il y a d'autres autorités ou institutions qui n'ont
n'ont pas la qualité de policiers qui utilisent les gyrophares. Et puis surtout, évidemment, vous êtes sur une route où il y a beaucoup de circulation, vous n'allez pas vous arrêter en plein milieu de la route parce qu'il y a un gyrophare qui est derrière vous. Donc le contexte, c'est est-ce que le véhicule qui vous poursuit, vous poursuit un certain temps avec par exemple d'autres signaux, ça va être par exemple des appels de phare, ça va être une gestuelle, etc. Tout ça va vraiment rester à l'appréciation du juge. Mais sur le principe, vous avez raison. Évidemment, une sommation de s'arrêter, c'est pas le seul fait d'avoir un gyrophare à un moment donné qui s'allume derrière vous, sauf si ce gyrophare s'est allumé depuis de nombreuses minutes et vous suit. Ça, c'est évident. On risque quoi pénalement, justement, quand on ne respecte pas une injonction de s'arrêter? D'abord, un refus d'obtempérer, ça va de 2 à 5 ans de prison selon la nature du refus et les risques que vous faites encourir aux autres, bien évidemment, et aux policiers. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, très honnêtement, vous risquez votre vie. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu avec l'actualité et on le voit malheureusement très régulièrement, l'usage de l'arme est possible par les forces de l'ordre dans le cas d'un refus d'obtempérer. Et j'ai, là aussi, je pense à un dossier où j'ai plaidé pour quelqu'un qui s'est fait tirer 3 balles dans le pare-brise. Croyez-moi, quand on voit les vidéos, et quand même mon client les a vus, il m'a dit mais quelle folie j'ai commise, c'est la mort qui était au bout du tournant. Bon, et donc vous risquez aussi surtout ça, j'ai envie de vous dire, c'est d'avoir une atteinte légitime par les forces de l'ordre à votre intégrité physique et parfois c'est mortel. Qu'est-ce que ça va changer, la circulaire de Bruno Retailleau de cette semaine, là, qui dit que maintenant on pourra avoir des courses-poursuites, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent, à part en Ile-de-France, d'après ce que j'ai compris? Oui. Alors, c'est vrai que déjà, c'est très surprenant de se dire que quand quelqu'un commet une infraction, on sait qu'on a l'ordre de ne pas la poursuivre et de ne pas la faire cesser. Bon, on peut comprendre le contexte et éviter évidemment que ce délire sur la route va avoir des conséquences sur des usagers qui n'ont rien demandé à personne avec des prises de risque inconsidérées. Ça va changer peut-être pour les personnes un peu plus raisonnées de se dire que s'ils ont échappé 1 fois, 2 fois, 3 fois à des poursuites, maintenant il n'y en aura plus. Il y aura plus de possibilité d'y échapper parce que les forces de l'ordre vont aller talonner, j'allais dire, les personnes. Et donc c'est peut-être aussi dans la symbolique. Après, peut-être que les forces de l'ordre vont prendre davantage d'initiatives et l'étape d'après, c'est peut-être effectivement le contact, parce qu'on en parle beaucoup. Alors c'est très réglementé, très encadré, notamment en Angleterre, mais peut-être qu'à terme, pour faire cesser une infraction, il y aura peut-être un peu plus de contact, c'est-à-dire de percussion du véhicule, évidemment avec l'objectif de pas blesser ou de grièvement blesser ou de tuer la personne qui commet le refus d'obtempérer, surtout s'il est en 2 roues. Oui. François, vous avez déjà refusé de vous arrêter? Non, mais par contre, je vais demander à Maître Jossaume, quelqu'un qui se fait passer pour un policier et qui ne l'est pas, lui, il risque quoi? C'est ce qu'il disait, effectivement, parce qu'on peut acheter des brassards, on peut acheter des gyrophares partout, donc on peut faire passer, mais ensuite, pénalement, non, mais ça peut arriver. Vous voulez... Non, parce qu'en fait, Jean-Luc Moreau, quand il vient... Ouais, c'est l'usage d'une fausse qualité, d'un faux titre, c'était également puni par la loi. Alors, ça peut être contraventionnalisé si c'est juste l'usage d'un gyrophare, par exemple, c'est une contravention, avec la saisie du matériel. Après, lorsqu'il y a l'emploi du terme police ou d'autres artifices, on est en matière délictuelle de mémoire qui est puni de 2 ans d'emprisonnement avec une forte amende. Non, parce que quand Jean-Luc vient à la maison, il tape à la porte et dit c'est la police. Alors je voulais savoir ce que je peux faire contre lui. Merci beaucoup, Maître Jossaume. Bonne journée. Merci Rémi. Merci, avocat au barreau de Paris, Maître Jossaume, spécialisé en droit routier, évidemment, et qui est régulièrement dans notre rendez-vous On parle auto sur Sud Radio. Dans quelques instants, on va revenir au Garac, où nous sommes évidemment en ce moment et en direct. Merci à vous tous et à vous toutes vous êtes très très nombreux sur la page Facebook de Sud Radio. On va parler des conséquences sur la formation des jeunes, des développements du véhicule électrique. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. École nationale des professions de l'automobile et de la mobilité présente Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et nous sommes toujours en direct de cette extraordinaire école située à Argenteuil, le Garac, qui vit en ce moment les 3 heures du Garac. C'est la 10e année de ces 3 heures du Garac. Il faut venir tôt le matin, il y a des voitures exceptionnelles. Je sais pas, devant nous, là, il y a juste, on la voit pas sur la page Facebook de Sud Radio, mais il y a un véhicule absolument sublime, qui a un joli nez, qui s'appelle la Type E, c'est ça, la Jean-Luc ? La Jaguar Type E, Moi, je connais le propriétaire. Ah bon ?
Ceux qui veulent la voir en long, en large, en travers, ils vont reprendre les vidéos sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et donc, il y a une vidéo complète de cette magnifique voiture qui appartient à un homme de goût, sans doute, parce qu'elle est vraiment superbe. Alors, on a d'autres hommes de goût sur cette émission, puisqu'on a la chance d'être accueillis par toute l'équipe du Garac. On va parler du véhicule électrique dans le parc automobile, son développement et surtout également toutes les conséquences et l'impact sur les formations au métier réparateur automobile. Et pour ce faire, on accueille Thomas Vautard, qui est enseignant au Garac. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, il est un petit peu stressé. Hein, on lui a dit qu'on allait venger des élèves. Parce qu'en fait, d'habitude, c'est lui qui stresse les élèves. Et là, ça va être un petit peu le contraire. Puis on a aussi Xavier Sénécal avec nous, qui est responsable des formations techniques et professionnelles. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Au Garac également. Juste un mot, responsable des formations techniques et professionnelles. Ça veut dire que vous englobez toutes les formations techniques et professionnelles. La totalité, le camion, les autos, les motos, la carrosserie, la peinture. On peut avoir des compétences dans tous ces domaines-là. Exactement. Remarquez, on le sait parce qu'on a François Alain avec nous, qui est même compétent en tracteur. Et ça, vous n'en avez pas ici. Et voilà. Et en bateau, en avion, en sous-marin. Et depuis quand sont arrivées les formations pour les véhicules électriques au Garac? Alors, le gros bouleversement, il a été vraiment lancé il y a plus de 3 ans. Donc ça a commencé d'abord par des équipements, puisque pour parler de véhicules électriques, il faut bien sûr avoir des véhicules électriques, des maquettes et un ensemble de dispositifs, parce qu'il y a un aspect sécuritaire, bien sûr. Il faut bien sûr préparer l'ensemble des jeunes à respecter des modes opératoires, qui sont d'ailleurs, de mon sens, assez proches du domaine médical, puisqu'on va déjà vérifier si tous les outils qui sont à notre disposition ont un isolant qui correspond effectivement au seuil de tension qui va intervenir dessus. Il faut bien sûr travailler avec des modes opératoires et bien sûr les respecter pour éviter les risques. Donc ici, ils viennent justement acquérir toutes ces méthodologies. Depuis quand? Depuis 3 ans, donc ça a été mis en place. Et notre objectif, c'est que bien sûr, l'ensemble des élèves Bac Pro et BTS ressortent avec un premier niveau qui s'appelle l'habilitation, prévention des risques électriques. Donc ça, on les forme donc à travailler sur des véhicules électriques, quel que soit le type de véhicule. Ça peut être de l'hybride rechargeable ou du véhicule 100% électrique. Exactement. C'est la méthodologie qu'ils apprennent là. Oui. Après, sur la technologie qui est embarquée, je ne sais pas, Thomas. La technologie des véhicules électriques, elle avance à une vitesse considérable. Est-ce qu'on peut être facilement à la page ? Alors avancer très très vite. En fait, cette technique-là, elle existe déjà depuis très très longtemps dans l'industrie. Les moteurs électriques, ça existe depuis Thomas, avant. Tenez bien votre micro. Et ça reste globalement assez simple quand même. Par contre, comme l'a dit M. Sénécal, voilà, il y a quand même des risques parce qu'on parle de haute tension, même si on arrive sur des tensions de 400-800 volts, c'est haute tension, c'est pas vraiment de l'haute tension parce que chez EDF, haute tension, c'est à partir de 10 000 volts. Mais globalement, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques quand même. Là, si vous prenez du 800 volts, ça fait mal quand même. C'est la cuisson est rapide en fait. Totalement. Donc, comme l'a dit M. Sénécal, au départ, il va falloir que quand même on joue vraiment le jeu et montrer qu'il y a quand même beaucoup de risques pour travailler quand même sur ces véhicules-là. Est-ce qu'ils ont peur, les élèves? Alors, j'imagine que non, parce qu'ils ont choisi les métiers de l'automobile, mais la première fois qu'ils travaillent avec vous sur un véhicule électrique, comment ça se passe, Thomas? Non, pas forcément. On arrive quand même à démystifier un peu la chose. On leur fait comprendre qu'il y a des risques. Après, il faut savoir que oui, il y a des risques, mais c'est quand même très sécurisé quand même, parce que il y a des risques, mais les constructeurs ont développé des choses qui fait que c'est quand même très sécurisé. Après, ce qu'il va falloir comprendre, c'est toute cette nouvelle technologie aussi, qui est, je dis nouvelle technologie sur les véhicules, parce que globalement, les jeunes, ils ont surtout appris à travailler et tout ce qui va être savoir sur le thermique, les véhicules thermiques, tout ce qui est éléments de dépollution. Et là, globalement, il va falloir aborder un peu tout ça. Et à l'origine, c'était pas vraiment leur maître mot, ils voulaient pas forcément faire ça, mais il faut s'adapter à ça. Parce que globalement, maintenant, en concession automobile, je dis concession, 60% des véhicules qui rentrent en concession, c'est du véhicule électrique, que ça soit du full électrique ou du véhicule hybride. Ça reste la même chaîne de traction. Et le Garac, il a fallu que globalement, on s'adapte à cela et cette demande-là. Oui, parce qu'on sait que l'enjeu demain, ça sera d'une part la réparabilité des batteries, l'électronique aussi qui évolue beaucoup sur les véhicules électriques, l'électronique de puissance qui est une nouveauté. Il faut arriver à se former sur ça. C'est un des enjeux majeurs, c'est d'arriver, aujourd'hui on sait que ce qui coûte cher sur les véhicules électriques qui sont accidentés, c'est qu'on prend les batteries et on les change complètement. Demain, il faudra les réparer, changer les cellules. C'est des dossiers sur lesquels vous travaillez ?
Effectivement, c'est d'ailleurs un des objectifs de cette année, d'avoir une formation spécifique donc, qui est développée par la branche pour justement intervenir cette fois-ci dans le pack batterie. Donc Thomas parlera tout à l'heure d'une des activités qui est justement de travailler avant le pack batterie, donc mise en sécurité, mais là on parlera plus que moi. Et nous allons ouvrir pour cette année une nouvelle formation qui justement est intervenir dans un pack batterie. Donc là, comme l'a précisé tout à l'heure Monsieur Roux en début au lancement, donc le fameux Graal, c'est l'habilitation B2TL, donc travailleur sous tension. Voilà. Mais bon, je reviens à l'idée que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si on respecte bien les procédures, les méthodes, etc., il n'y a aucun souci. Ils vont utiliser des outils isolants, ils vont mettre des nappes isolantes. Bon, il faut bien sûr avoir un certain nombre de connaissances. Le métier, effectivement, il évolue. Nous sommes dans une activité de e-réparation pour des véhicules électrique. Et combien de temps la formation ? Elle va durer 10 mois, c'est en alternance, une semaine ici, une semaine en entreprise. Il y a d'autres écoles qui font ça ou le Garac est pour l'instant unique ? Ça commence quand même un peu. Alors, nous serons les premiers à avoir l'habilitation B2TL donc pour pouvoir travailler sur les packs batteries des véhicules électriques en tant qu'école. Voilà, et donc nous devrons être certifiés très prochainement par la Direction Générale du Travail. Thomas Votard, enseignant au Garac sur cette particularité du VE. Aujourd'hui, on est sur des métiers de très haute technologie en fait. Enfin, moi je suis une famille de mécanos, donc j'ai beaucoup d'amour et de tendresse pour les mécanos que sont mes cousins. Mais on est plus sur, on est vraiment sur, c'est des magiciens maintenant. Ah bah totalement, et c'est vrai que la page elle s'est tournée très très vite. Bon, on voit beaucoup de véhicules historiques qui sont là en ce moment aujourd'hui au Garac. Bon, pendant 100 ans, on est beaucoup resté au carburateur, mais là, depuis 20 ans, 30 ans, la page elle s'est tournée très très vite. On est arrivé sur les premières injections électroniques et puis d'un coup le multiplexage et puis là depuis maintenant une petite dizaine d'années le véhicule électrique. Donc oui, il a fallu s'adapter à tout ça. Il y a beaucoup de candidats entre guillemets pour ces formations. Et oui, alors c'est une des approches que nous avons, comme on leur précise, intéressez-vous à l'avenir parce que c'est là où vous allez passer vos prochaines années, et nous également. Donc il y a une mutation qui est en route. Quoi qu'il en soit, c'est lancé, il y a des véhicules thermiques, il y a des véhicules hybrides, il y a des véhicules électriques. Demain, il y aura peut-être d'autres technologies, mais donc les jeunes sont très intéressés et curieux. Donc il y a une petite appréhension déjà, comment mon métier dans lequel je me projette va évoluer. Donc il y a une certaine incertitude. D'ailleurs on la retrouve pour ceux qui souhaitent aujourd'hui acquérir un véhicule, qu'est-ce que je vais acheter, etc. Donc voilà. Mais ce sont des technologies, comme on l'a précisé tout à l'heure, qui existaient déjà depuis très longtemps. Maintenant c'est une approche qui arrive dans les garages avec le métier de mécanicien qui évolue vers électromécanicien. Donc ça va évoluer. Il faut savoir lire un schéma, savoir ce qu'un moteur synchrone, asynchrone, un onduleur, y compris les prises, les bornes des recharges, parce qu'un véhicule électrique, s'il n'est pas rechargé, on ne va pas aller bien loin. Donc effectivement, c'est un ensemble de technologies qui sont développées dans nos formations. Et si vous voulez en savoir plus sur les formations, en l'occurrence pour le VE, également au Garac, vous n'hésitez pas. De toute façon, le Garac, il a un site magnifique et vous pouvez retrouver toutes les informations en appelant directement. Il y a une journée porte ouverte qui est prévue en juin. On donnera évidemment la date avant la fin de l'émission. Allez, on s'arrête là pour ce sujet, le retour de l'info, et puis on revient au Garac juste après 11h. École nationale des professions de l'automobile et de la mobilité présente Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes ensemble, évidemment, vous le savez maintenant, depuis 10h à Argenteuil. C'est l'école des métiers de l'automobile, mais pas seulement. On a aussi moto, transport routier. Et on discutait, parce qu'on va dire tout à nos amis qui ne sont pas avec nous, même s'ils nous voient sur la page Facebook de Sud Radio. On discutait avec des jeunes qui arrivaient pour vous serrer la paluche, à tous les deux, messieurs mes garagistes. Et ils sont en formation mécanique, véhicules anciens. Parce que ça fait aussi partie des formations du Garac. Vous êtes des hommes heureux tous les deux, Jean-Luc et François Alain. C'est un diplôme qui a été réintroduit, qui a été introduit il y a quelques années et qui a un succès évident. Ce qui prouve une fois de plus que la passion pour la voiture et le véhicule ancien en général fonctionne très bien. Et donc dans tous les jeunes qui sont ici, moi j'en connais évidemment une partie puisque je suis souvent ici aussi. Et donc c'est incroyable de voir des jeunes qui se passionnent à un point tel. Ils avaient quel âge là, 12-13 ans là peut-être? Un peu
2014. Plus, mais c'est vrai que ils sont très très jeunes et donc c'est formidable parce que c'est un très bon espoir pour le patrimoine, notamment. Et on va préciser que le Garac, c'est la seule école dont François n'a pas encore été viré. Oui, c'est vrai. Je suis passé en conseil de discipline, mais j'ai pas encore été viré. Et si je parle de ces voitures anciennes avec cette belle rencontre qu'on vient de faire, c'est parce qu'aujourd'hui, ce sont les 3 heures du Garac, Jean-Luc, et c'est un événement autour de la véhicule d'époque. 350 voitures, on va dire anciennes, elles sont antérieures à 2000, qui sont exposées dans les locaux du Garac, dans le parking qui est juste à côté. Normalement, il faut s'inscrire. Alors, je vais vous donner une combine. Normalement, il faut s'inscrire pour venir visiter cette exposition. Il y a plus de 2200 personnes qui étaient déjà inscrites. Mais si vous venez, vous dites, je viens de la part de François Alain ou de Jean-Luc Moreau, vous venez en famille et on vous laissera rentrer. Ah ben non, au contraire, non, ils ferment les grilles et ils disent... Allez, au programme de cette seconde heure, dans quelques instants, on va parler de Michelin qui révolutionne une fois de plus le marché de toute saison. Oui, il y a 10 ans, Michelin inventait le pneu été qui marche l'hiver, ça s'appelle le Cross Climate. Ça roule pas un pneu, ça marche? Oui, ça marche, ouais, exactement. Et aujourd'hui, ils en sont au Cross Climate 3 qui est même décliné en modèle sport. On va vous expliquer comment ça marche. Les véhicules anciens est le sujet de cette formation. On en parlera dans notre rendez-vous classique car. Et puis on aura aussi la chance de recevoir un ancien élève du Garac, Jean-Luc. Oui, pour savoir ce qu'ils font une fois qu'ils sont sortis du Garac quand même, parce qu'ils vont pas tous en prison, comme François. Il y en a qui réussissent dans la vie, donc on aura même 2 anciens élèves qui viendront nous parler de leur vie en dehors de l'école. On parlera de l'essence de l'automobile. What is it? C'est une société qui vend des voitures de collection et de prestige. Exactement. Et puis on recevra évidemment pour conclure de nouveau le directeur général du Garac, Laurent Roux, et nous serons aussi accompagnés, puisque nous l'avons convié, par Xavier Périca, qui est le premier adjoint au maire d'Argenteuil. Et qui est aussi un passionné d'automobile, collectionneur de vieilles autos. Et nous, on garde notre vieille notre vieil ami à nous, l'ami François Alain, qui reste avec nous. Je suis collection, madame. Jusqu'à midi. Allez, à tout de suite. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Bonjour Laurent Pascal, responsable produit des gammes Cross Climate chez Michelin. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc vous avez lancé cette semaine la 3e génération de Cross Climate qui révolutionne encore le marché de ce qu'on appelle les pneus 4 saisons. Alors c'est quoi déjà un pneu 4 saisons et comment évolue ce marché ? Alors c'est le pneu 4 saisons, c'est un pneu qui permet donc d'avoir une mobilité hivernale quelles que soient les conditions climatiques, mais pour Michelin c'est avant tout donc un pneu été avec des capacités en hiver. Et c'est sous l'impulsion de ce que vous rappeliez tout à l'heure, on a lancé la première génération de Michelin Cross Climate en 2015 et jusqu'à 2015 le marché du pneu de toute saison en Europe était plutôt un marché stable qui s'établissait on va dire autour de 7 millions d'enveloppes par an et avec l'arrivée sur le marché de Michelin Cross Climate et son équilibre de performance unique à l'époque, le marché, en répondant enfin aux besoins du consommateur, a complètement explosé. Pour vous donner juste 2 chiffres, il est passé donc, comme je vous le disais, de 7 millions d'enveloppes en 2014-2013 à 49 millions d'enveloppes l'an dernier. Donc c'est vraiment un marché qui est en forte croissance. C'est pratiquement un pneu sur 2 aujourd'hui, un pneu 9 sur 2. Alors ça dépend des pays. Là, les chiffres que je vous donne sont les chiffres européens et il y a des pays qui représentent beaucoup plus que d'autres. L'Allemagne, la France, l'Italie sont les 3 pays majeurs situés tous les 3 autour de l'arc alpin. Donc la proportion de pneus toute saison est vraiment variable d'une région et d'un pays à l'autre en fonction forcément de son exposition aux conditions hivernales. Alors là, vous présentez donc la 3e génération de Cross Climate, mais c'est pas un pneu. En fait, il y a la version standard et il y a une version sport également. Qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'elle a de différent? On va commencer par la version sport. On parlera après du pneu de monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Effectivement, c'est 2 nouveautés que Michelin lance à partir du 1er juillet donc de cette année. La première, effectivement, et dont on est très fiers, comme je vous le disais, c'est le Michelin Cross Climate 3 Sport. Alors, comme vous le rappeliez, il y a 10 ans, on lançait un pneu été avec des capacités hivernales et on a vu, au travers des chiffres que je vous ai partagés, les conséquences sur le marché du pneu toute saison en
Europe, eh bien on entend bien amener une réponse tout aussi satisfaisante, mais cette fois en amenant avec Michelin CrossClimate 3 Sport un pneu sport avec des capacités hivernales. Et c'est vrai que c'est un challenge complètement différent. Ces deux pneus, bien que portant presque le même nom, n'ont absolument rien en commun. Et les deux priorités qu'on s'est données après avoir interviewé des consommateurs il y a quelques années, propriétaires de véhicules sportifs, pour aller bien comprendre leur motivation et leur niveau d'attente vis-à-vis d'un pneu toute saison en étant propriétaire d'un véhicule sportif, eh bien les deux attentes majeures de ces véhicules-là et de ces propriétaires-là, la première, c'est d'avoir un pneu qui permet d'avoir un agrément de conduite sportif, puisqu'ils ont fait le choix d'avoir un véhicule sportif, ils entendent bien en profiter toute l'année, et le pneu est un élément fortement contributeur à la sportivité du véhicule. Donc c'est bien la proposition essentielle de cette gamme-là. Et la deuxième, c'est d'apporter une excellente adhérence, un excellent niveau d'adhérence sur sol mouillé, parce que ces propriétaires-là entendent profiter de leur véhicule, quelles que soient les conditions. Et donc c'était les deux ambitions, et force est de constater au travers des premiers essais, des premiers retours que l'on a, mais bien sûr on le savait en interne, Michelin CrossClimate 3 Sport, c'est un pneu sport avec des capacités hivernales, donc qui propose tout l'agrément de conduite, tout le plaisir de conduite, la précision, la directionnalité. C'est vraiment une gamme sportive, et à ce titre-là, elle a, je vais citer un exemple, en termes pour nous chez Michelin, une gamme sport, elle est forcément le meilleur niveau d'adhérence sur sol mouillé, et si on le symbolise par le labelling européen, et ben cette gamme-là, Michelin CrossClimate 3 Sport, a le même niveau de labelling européen que notre gamme été, Michelin Pilot Sport 5, elle est classée au meilleur niveau d'adhérence A. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à le comparer au Pilot Sport 5, qui est le pneu le plus sportif chez Michelin. Et quand on regarde les performances sur freinage sur sol sec, c'est un tout petit peu moins bien, mais pas beaucoup moins bien. En longévité, c'est meilleur. En résistance au roulement, c'est meilleur. En freinage sur sol mouillé, c'est équivalent. Et en plus, ça marche l'hiver. C'est ça qui est complètement incroyable. Qu'est-ce qu'il y a comme gomme dedans? Alors c'est là tout le challenge en fait. Il y a deux innovations majeures avec cette gamme-là, parce que comme vous venez de le rappeler, on est très proche d'un pneu été, tout en étant certifié par la norme 3PMSF, qui permet de garantir la mobilité hivernale, et si on prend le cas de la France, d'être en conformité avec la montagne pendant les périodes où elle s'applique. Et effectivement, tout se joue entre autres avec le matériau. Donc avec ce Michelin CrossClimate 3 Sport, on a fait appel et développé, puisqu'on est autonome du point de vue matériaux chez Michelin, on a développé un nouveau mélange de gomme qui nous permet d'atteindre cet équilibre de performance exceptionnel, c'est-à-dire avoir le meilleur niveau d'adhérence sur sol mouillé, être mobile sur la neige, avoir un très bon niveau de résistance au roulement, sans sacrifier la longévité, qui est un point important pour Michelin. Et cette sportivité, elle passe par une structure spécifique, c'est-à-dire qu'on a une ceinture en matériaux composites constituée d'aramide et de nylon, qui permet d'avoir un pneu qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus vif, beaucoup plus précis, et qui procure cette précision de conduite que les consommateurs propriétaires de véhicules sportifs attendent. Alors il n'y a pas que des véhicules sport, on peut avoir un véhicule traditionnel. Là on a le CrossClimate 3 qui propose aussi une amélioration significative par rapport aux deux, adhérence accrue de 4%, plus 15% de longévité. C'était un peu le point faible, j'allais dire, des pneus 4 saisons, la longévité inférieure à un pneu été. Alors ça a toujours été une performance qui compte pour Michelin. Nous, la longévité, mais pas seulement, la longévité tout en garantissant un excellent niveau de performance tout au long de la durée de vie du pneu, parce que faire un pneu qui soit bon à l'état neuf, c'est déjà pas simple, mais l'ambition et la proposition de toutes les gammes Michelin, c'est d'avoir des pneus qui sont avec une excellente longévité kilométrique, mais surtout avec un niveau de performance qui soit maintenu dans le temps. Et effectivement, je dirais que là, cette troisième génération, le Michelin CrossClimate 3, c'est la prolongation de notre success story. Vous avez rappelé le lancement il y a 10 ans. Un petit clin d'œil, on a refait ce lancement à proximité en Suisse cette semaine du site qui avait accueilli le premier lancement. Donc c'est la prolongation de notre success story CrossClimate. Il y a eu CrossClimate 2, mais on progresse encore. C'est-à-dire qu'effectivement, les consommateurs là qui ont des véhicules, on va dire classiques, standards, sont plutôt attentifs à deux aspects principaux. Le premier, c'est la sécurité. Et quand ils nous parlent de sécurité,
ils entendent adhérents sur sol mouillé, adhérents sur sol enneigé, garantie de mobilité. Donc ça, c'est un premier point. Et ils ont un deuxième centre d'attention qui sont les économies. Les économies qui sont liées à l'usage. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils font le choix d'un pneu toute saison. Parce qu'en choisissant un pneu toute saison, en choisissant un Michelin Cross Climate, ils n'ont pas à changer leurs pneus au printemps et à l'automne. Ils n'ont pas forcément à stocker un jeu de roue et à acheter un jeu de roue en plus. Donc il y a cet aspect économique. Et donc, si vous voulez, nous, on prend aussi cela en compte au travers d'une notion qui est la longévité kilométrique, faire le pneu qui dure le plus longtemps possible, tout en garantissant un excellent niveau de longévité. Voilà, on a plusieurs axes. Alors, on a compris qualité, durabilité et économie pour l'utilisateur. On a compris que c'était mieux, mais est-ce que c'est beaucoup plus cher pour finir? Voilà, mais vraiment en 2 secondes, parce que là, je ne peux plus vous laisser beaucoup de temps. Hein. Alors non, effectivement, le Michelin Cross Climate 3 sera sensiblement au même prix que le Michelin Cross Climate 2 et Cross Climate 2 SUV qui le remplace avec un niveau de performance bien accru. Ben super. Et ben voilà, merci beaucoup pour cette dernière précision. Responsable produit des gammes Cross Climate chez Michelin. Allez, dans quelques instants, nous, on va revenir au Garac et on va rencontrer Maxence, qui est un ancien élève du Garac. Il va nous raconter son parcours en partant de l'école jusqu'à maintenant. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et je voudrais annoncer à tous ceux d'entre vous jeunes, un peu moins jeunes, qui aimeraient faire une formation pour réparer les véhicules anciens et historiques. On va vous en parler dans quelques instants, car le Garac propose aussi cette formation. Mais pour l'heure, on avait envie de recevoir les élèves aussi, parce que ancien élève, ouais, parce qu'en général, on peut pas être à une école sans parler des élèves, quoi. Oui, mais en général, quand on quitte l'école, on n'a surtout pas envie d'y revenir. Sauf le Garac. Or, au Garac, il y a beaucoup d'anciens élèves qui reviennent parce qu'ils s'y sentent bien. On a avec nous Maxence Benoît, ancien élève du Garac. Bonjour Maxence. Bonjour. Alors vous êtes venu il y a combien de temps vous au Garac? Vous étiez élève il y a combien de temps et quelle formation vous avez fait ici? Alors je suis 23 ans. 23 ans, pardon. Non, 33 ans. Aujourd'hui, oui. Oui, je suis un ancien, presque. Oui, moi je suis venu de 2012 à 2015 pour la formation d'ingénieur en mécatronique. D'accord, donc vous avez fait, le parcours complet quand vous êtes rentré à l'école. Vous aviez l'ambition de finir comme ingénieur? Bien sûr, l'idée c'était d'aller le plus loin dans les études de l'après-vente auto, et la formation d'ingénieur c'est la dernière et c'est le dernier échelon de la formation, et je peux dire que c'est la formation parfaite puisqu'elle complète tout le parcours qu'il peut y avoir du BTS jusque cette formation d'ingénieur qui vient compléter et nous apporter toutes les compétences. On rappelle juste mécatronique, mécanicien électronique, mécatronique. C'est quoi la formation mécatronique? Alors bien sûr, il y a l'aspect mécanique, il y a l'aspect électronique et il y a aussi tout l'aspect des systèmes et notamment des systèmes de l'après-vente automobile, et ça va bien plus loin que seulement l'aspect du produit et de la voiture. Ça va à comment on s'organise pour les réparer, comment on s'organise pour accueillir le client, pour le satisfaire, pour gagner de l'argent bien sûr, puisqu'on est quand même des garages et des entreprises qui sommes là pour vivre. Donc c'est vraiment tout l'ensemble du processus après-vente et de comment on fait et comment on travaille bien pour réussir à nos objectifs. Et c'était une passion l'automobile au départ, ou vous vous êtes dit tiens je fais ça parce que pourquoi pas? Bien sûr c'est une passion, je pense que voilà, là aujourd'hui on n'a que des passionnés aujourd'hui, c'est un métier de passion et c'est ce qui aujourd'hui nous fait nous lever le matin et nous donne l'énergie et l'imagination de travailler bien sûr. Et pourquoi vous avez choisi le Garac à l'époque? Enfin vous, parce que vous avez déjà un peu plus de 20 ans quand vous êtes arrivé. Oui, alors la formation elle n'est pas dispensée ailleurs qu'au Garac, c'est le seul endroit où c'est possible de le faire. C'est l'endroit idéal pour le faire aussi. Tout est là, il y a l'infrastructure, c'est en partenariat avec le CNAM à Paris, donc qui nous apporte l'enseignement scientifique. Donc et tous les voyants étaient ouverts pour le faire. Le CNAM, c'est le Conservatoire national des armes et des métiers. François, où il y a le plus ancien véhicule automobile du exactement, monde. Le Fardier de Cugnot. Que François que j'ai piloté à l'époque. J'étais l'assistant de Monsieur Cugnot. Non, mais au-delà de la plaisanterie sur lequel vous avez roulé. Oui, sur la réplique en tout cas. Parce qu'en fait, il y a 2 répliques qui existent dans le monde et qui permettent de comprendre ce qu'a été ce premier véhicule automobile de l'histoire, qui était en fait un véhicule pour tracter des pièces d'artillerie à l'époque de Louis XV quand même. Donc toi, tu as bien connu. Qui a fini dans un mur. Voilà. Louis XV, on était potes. Voilà. Et donc bref. Non, mais tout ça pour dire qu'ici, ce qui est génial au Garac aujourd'hui, c'est que effectivement, vous le soulignez, mais il y a à la fois des élèves
des anciens élèves, des profs, des anciens profs, des gens qui sont extérieurs au Garac, qui n'ont été jamais élèves et qui ne le seront jamais, puisque comme nous, ils sont un peu vieux maintenant pour être élèves au Garac. Mais c'est génial parce qu'on réunit tous les passionnés de l'automobile. On n'oublie pas qu'au Garac, il y a aussi la formation continue pour les gens qui sont déjà en place et qui font de nouveau des formations, donc même à 50 ans. On oublie, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on n'est pas la même génération que nos parents et grands-parents. Vous voulez pas qu'on demande à Maxence ce qu'il a fait en sortant du Garac, parce qu'en fait, c'est lui qu'on est censé interroger. Juste avant de sortir du Garac, quelle est l'ambiance en tant qu'élève au Garac? Comment sont les profs? On parle vrai sur Sud Radio. L'ambiance, elle est très bonne. Alors déjà, le Garac s'emploie à garder une très bonne ambiance, et une ambiance qui est à la fois professionnelle et presque familiale en fait sur le campus. Ensuite, dans la formation, l'automobile, ça guide la passion. On est tous là pour la même chose, pour le même amour de l'automobile. Donc forcément, l'ambiance, elle est absolument bonne. En plus, il y a l'avantage d'être dans le même cadre que celui de l'entreprise, puisqu'on a les ateliers, on a les voitures. Donc on est vraiment très proche de la vie professionnelle dans un cadre qui est très agréable. Donc c'est vraiment très bien. Vous avez fait quoi en sortant du Garac? En sortant du Garac, il est allé faire la fête parce qu'il avait eu son diplôme déjà. déjà, on a commencé par ça. Et après, j'ai eu la chance d'être embauché chez un équipementier allemand pour qui... Bosch? Non. Lequel? Un équipementier spécialiste de l'aftermarket. Donc c'était le Bilstein Group. Ah oui, d'accord. Donc les marques Febi et Blueprint à l'époque. Philippe Baudin, si tu nous écoutes. Pardon. Exact. Et mais c'est pas la même couleur. C'est pas grave. Mais oui, j'ai eu la chance d'être embauché chez eux pour un projet qui était en fait de connecter le service de vente de pièces détachées avec le monde de l'automobile. Donc toutes les connaissances que je pouvais avoir sur l'après-vente, le fonctionnement des garages, ça leur a servi à mieux mieux appréhender le marché, mieux discuter avec les réparateurs. C'était ça l'objectif final. Donc de vraiment discuter avec les réparateurs qui étaient les clients finaux en fait des pièces, et c'est eux qui les montent. Donc l'idée, c'était de discuter avec eux et de comprendre ce qu'ils avaient besoin et d'adapter nos pièces à ce qu'ils avaient besoin. Alors aujourd'hui, vous êtes responsable chez, je crois que c'est le plus gros concessionnaire Mercedes de France, non? C'est exact, ouais. La famille Cadora. Exactement, voilà, le groupe Como. Oui. Chez Como. Donc votre fonction, c'est quoi exactement? Alors aujourd'hui, je suis chef de projet après-vente et responsable du call center et prise de rendez-vous digital. Donc l'idée, c'est d'être le relais des chefs d'atelier pour leur apporter tout le soutien que je peux avoir et que tout ce que je peux faire. Donc c'est la mise en place de nouveaux outils à destination des clients, à destination des ateliers, des réceptionnaires, et notamment d'amorcer le virage du digital. Et c'est là où il y a le lien avec la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, c'est plus simplement juste répondre au client et lui dire venez lundi matin à 8h. C'est aussi la voiture qui nous envoie des informations, on traite ces informations et après on fait le retour au client et on apporte une solution complètement personnalisée. C'est ça qui est extraordinaire, hein, c'est que les métiers de l'automobile, en tout cas les formations qu'on forme au Garac, plus de 30 formations, puisqu'on a une question de Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio, il y a aussi tous ces métiers auxquels on ne pense pas et qui font partie de l'écosystème de l'automobile, en amont ou en aval, en véhicule neuf ou après, et c'est vraiment, enfin moi je trouve ça génial votre témoignage. Support en fait. Ouais. Bon, vous êtes là, donc ça veut dire que vous gardez des liens étroits avec le Garac. Donc quand vous parliez de famille, c'est vrai que les liens familiaux, ils durent dans le temps, et c'est ça qui différencie sans doute cette école d'une école traditionnelle. Bien sûr, les liens ils sont très étroits et on les entretient justement, notamment avec le groupe Como, puisque on a environ 150 apprentis dans le groupe sur l'ensemble des garages, quand même. En mécanique, en carrosserie, en réception, en vente, au magasin, à la pièce détachée, et on en cherche encore. J'étais d'ailleurs encore ici mercredi après-midi pour faire des entretiens avec des jeunes. Donc non, bien sûr, on garde le lien avec le Garac, puisqu'aujourd'hui c'est la référence pour nous, et on choisit d'investir avec le Garac pour nouer un partenariat qui est plutôt solide, et on n'a aucun problème avec les jeunes, ils s'intègrent bien dans nos ateliers, donc c'est un grand plaisir de continuer de venir ici. Ouais. Ce sont des métiers passion. On fait une petite parenthèse, je te souviens, l'ami Jean-Luc, on avait un jour, il y a 2-3 semaines de ça, ou peut-être un mois, Pascal Sauvilo, qui était venu dans l'émission de radio, qui est un ancien du Garac, qui maintenant est un vendeur, un directeur d'une marque de peinture auto. Oui. Et tu te souviens, donc voilà, on fait un petit coucou, parce que dans notre métier, on fait un métier passion aussi, nous, puisqu'en plus on parle de voiture. On rencontre beaucoup de gens qui viennent, qui font ces métiers, qui sont venus ici du Garac. Alors en fait, on discute souvent avec les gens de l'univers,
Et on dit, t'es passé par le Garac, moi aussi. Et puis en fait, ça fait un point central de discussion. Ouais, bien sûr. Et puis ce qui est logique, c'est que de toute manière, les constructeurs et les équipementiers et ensuite tous les réseaux de distribution ont intérêt finalement à être en lien avec le Garac, puisque c'est là qu'ils vont recruter ultérieurement. Donc les stagiaires viennent souvent de cet endroit-là, ce qui est assez cohérent. Et en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, pour toute la filière. Exactement. Et c'est la genèse même de l'école, puisqu'elle a été créée par les professionnels de l'automobile pour répondre à leurs besoins. Donc, Et d'ailleurs, je vais juste faire une petite parenthèse pour nos amis qu'on aime beaucoup d'Équipe Auto. 2025, ce sont les 50 ans de cet extraordinaire salon B2B d'Équipe Auto. Il y aura un village à venir sur le salon, c'est-à-dire un grand village où on va rencontrer le Garac, les formations continues, les formations initiales, d'autres écoles. Donc venez à Équipe Auto, prenez vos places tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Hop. Non mais c'est un super salon, on le connaît bien nous, notre... Il y aura peut-être même de la voiture ancienne, de l'animation. On va voir, on va réfléchir. En tout cas, il y aura Lolo, c'est sûr, elle y sera. Moi j'y serai. Bon merci beaucoup Maxence. Et merci du partage de votre passion, de votre métier et de cet univers de l'automobile. J'adore les gens de l'auto. Merci Jean-Luc, je vous aime aussi. Merci docteur. À suivre, on va parler de votre passion. Je vais me reposer un peu, mais on va parler de voitures anciennes, mais surtout les formations aux véhicules anciens et historiques au Garac. On reste au Garac. Sûr. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on est vraiment heureux de partager ce moment, cette émission spéciale en direct du Garac avec vous. Vous qui nous écoutez dans vos voitures, à la maison, ou vous qui êtes également sur la page Facebook de Sud Radio. Renaud est là, Stéphane. On a également d'autres personnes comme Nathalie qui est avec nous. On a aussi Arpine. Enfin, vous êtes très nombreux. Guillaume, merci d'être avec nous. On a des questions Facebook, tiens, on les posera aussi à nos amis qui sont là du Garac parce qu'on va parler d'une formation qui vous touche vraiment à cœur, mes amis Jean-Luc et François. Vous aurez remarqué, pour la première fois, je vous appelle mes amis. Ah, enfin, au bout de 25 ans. C'est la formation au métier. VAH, ça veut dire quoi VAH? C'est formation véhicule ancien et historique. On a avec nous le responsable de ces formations. Historique aussi ou pas? Rémi Jallet. Oui, tout à fait. Bonjour Rémi. Oui. Et puis on a une élève qui va pouvoir nous dire ce qu'elle pense de la formation. Et là, comme on est sur Sud Radio et que sur Sud Radio on parle vrai, elle va nous dire toutes les misères que vous lui faites. On a Camille qui est avec nous. Alors Camille, si tu veux, c'est le moment. Non, Camille. Alors déjà, on peut commencer juste petite parenthèse pour Camille. C'est une fille. Je trouve ça génial. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Laurent nous disait quand même qu'il y avait plus 40%. Plus 40%, presque 100 élèves cette année. Et qu'est-ce qui vous a, vous, en tant que femme, en tant que jeune fille, donné envie de faire ce métier? C'est pas vraiment une différence en fait. C'est juste, je suis tombée dedans par mon père. Donc je suis restée. J'ai dit, je veux faire ça. Il est garagiste, votre papa, ou non? Il est passionné de voitures anciennes. Juste par passion comme ça. Et vous êtes alors en formation pour quel est le but de votre formation ici? Vous voulez faire quoi comme métier? Donc par la suite, ouvrir mon garage. Ah. Donc là, j'ai trouvé mon bâtiment. C'est pas pour ouvrir tout de suite, mais déjà me faire d'expérience par la suite et après ouvrir à mon nom. Vous avez quel âge, Camille? 20 ans. Wow. Et voulez-vous spécialiser sur les véhicules historiques, c'est ça? J'aimerais bien. Alors, on connaît bien François Alain. Moi, j'adore. Bien sûr. Ça pourrait être votre parrain, tiens. Oui. Mais en plus, Camille, on se connaît parce qu'elle a bossé sur des projets qu'on a fait ici sous l'égide de Rémi, qui est le maître des lieux dans cette branche-là. Oui. Et donc, non, mais c'est formidable parce que moi, j'adore évidemment quand on vient ici de voir des jeunes qui se passionnent pour ça. Et ce qui est formidable, c'est qu'au Garac, il y a tous les sujets. C'est-à-dire que ça va de la voiture ancienne jusqu'à la voiture électrique. Donc, ça balaye tout. Et notamment, les diplômes concernant la voiture ancienne sont vraiment prisés par des jeunes et des très jeunes. C'est génial. Quand je vois une jeune fille qui a 20 ans qui a déjà envie d'ouvrir son garage en voiture ancienne, ben moi je vois du petit lait, c'est formidable quoi. Il serait où? Génial. Il serait où? Dans le nord. Dans le nord de la France? Oui. Ah, Tizot, t'es de main quoi toi? T'es bien assis sur ce coyel là. Parlons de la formation. On a perdu Laurent. Ah non mais le nord, moi c'est ma région de cœur. Bon, Rémi, on y apprend quoi? Les métiers anciens de l'automobile? En fait, c'est toutes les compétences professionnelles qui ont un peu disparu parce que le référentiel bac pro a évolué avec les technologies des voitures d'aujourd'hui. Et donc Mobiliance a voulu ouvrir une section mécanique ancienne parce que les adhérents disaient on n'a pas de jeunes de formés sur ces technologies-là. Et donc depuis 4 ans, on a ouvert une section mécanicien réparateur véhicules anciens historiques et une section taulier. Et donc on a Camille, moi je suis très heureux d'avoir Camille, je suis très heureux d'avoir des filles. Déjà quand je reçois des filles, je suis enchanté parce qu'en fait elles sont aussi douées que n'importe qui, que n'importe qui parle un homme. Et donc
nous, on leur apprend les métiers de la carburation, les compétences professionnelles sur l'allumage, sur les trains roulants, sur la chassimétrie. Et en tôlerie, en fin de compte, c'est aussi la technique, la maniabilité des tôles, parce que des fois, les tôles sont plus épaisses, moins épaisses, mais Camille pourra mieux en parler que moi. Elle travaille carrosserie ancienne. Je fais pas de mécanique. Pas de mécanique, carrossière pour véhicules historiques. Là, du coup, c'est plus taulier. La taulière. Mais taulier, c'est un métier d'art presque. On est d'accord, c'est pas un métier de réparation. Savoir fabriquer une pièce, former une pièce. Exactement. Et d'ailleurs, dans le référentiel, il y a un bloc compétences qu'on appelle reconstruction d'une pièce. Donc ils doivent reconstruire une pièce à l'identique. Wow. On leur montre le modèle, mais on a eu des cas, par exemple avec l'aventure Peugeot, on refait une 203, et là on n'avait que des photos. On n'avait pas de pièces, ils n'avaient pas les pièces, donc avec les photos, on a refait la pièce à l'identique. Et moi j'ai trouvé ça magique parce que en plus c'est des jeunes qui font ça. C'est pas les formateurs sont là pour les accompagner, mais c'est des jeunes. Alors une chose importante dans ces sections-là, ce sont des jeunes qui sont passionnés. On n'a aucune difficulté. Ils sont là à 8h30, à 5h30, ils veulent venir le week-end, ils font des choses vraiment importantes. Et nous, c'est que du bonheur. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qui se passe dans cette émission avec Camille et vous, c'est que beaucoup de gens disent les jeunes aujourd'hui ne savent plus faire quoi que ce soit. Tout le monde tape sur les jeunesses et c'est faux. Elle est pleine de talent. Moi, je suis aussi formatrice, mais dans une école dans le Nord, à Lille, sur autre chose. Et les jeunes, ça marche bien aussi, arrêtons de taper sur la jeunesse. Dans toute génération, il y a des passionnés, heureusement d'ailleurs. Pourquoi la tôlerie? Oui, pourquoi la tôlerie, Camille? J'ai commencé en 3e un stage de carrosserie. Et puis, de fil en aiguille, le bac, la peinture, et puis le CQP taulier. Trop bien. C'est extra, parce que vraiment c'est un vrai bon espoir pour le futur de notre patrimoine. On le disait, Rémi, ça nécessite quand même des qualités artistiques certaines. Tout le monde, on n'est pas tous habiles de nos mains. Alors ceux qui se présentent à ces formations-là, qui nous demandent ces formations-là, ils ont déjà cet esprit artistique un petit peu, parce que en fait c'est des passionnés, c'est des jeunes qui savent très bien ce qu'ils veulent. Donc ils ont fait leur bac pro, ils ont fait un CQP peintre ou un CAP peintre, et après ils viennent nous rencontrer, nous on les rencontre. Ils viennent voir notre école, on leur montre les projets qu'on a à mettre en place. Et par rapport à ça, j'ai pas de difficulté avec ces jeunes-là pour l'apprentissage. C'est vrai que, vous avez vu la DS Ballon. Oui, on a vu la DS Ballon. Oui, on l'a vu sur le mondial. Camille y a participé. D'accord, c'est vous qui avez fait les ballons. Parce que, alors les ballons ça va encore, mais alors par contre il fallait faire tout le carénage autour de la voiture. D'accord. Parce que le carénage n'existait pas, il fallait tout recréer, il fallait savoir comment on allait assembler les pièces, comment on allait fermer en dessous, parce qu'on n'avait que la petite maquette. Donc il a fallu inventer. Il a fallu inventer les pièces génial. Et tout, et c'était super. Camille, la pièce dont tu es la plus fière aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es à Ogarac? Depuis le mois de septembre. Donc depuis le mois de septembre, la pièce dans laquelle tu es la plus fière d'avoir réussi. J'arrive plus à parler français. Moi. Je suis émue en fait. Je suis très touchée. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier? Merci. La DS. La plus fière. Parce que c'est quand même un projet de ouf. Ballon. Et j'ai travaillé sur la partie arrière. Donc c'était beaucoup de boulot et de recherche parce que c'était pas simple à réaliser. Est-ce que tu es Instagram? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Et alors ça marche bien? Les gens doivent être... J'ai un compte pour ma voiture et un compte perso. On parle du métier un peu rapidement parce que les carrossiers en l'occurrence, et pas simplement sur les véhicules historiques, souffrent, comme tous les métiers de l'automobile, du recrutement. Là aujourd'hui... J'imagine qu'on doit déjà mettre des options sur les élèves qui sortent de chez vous, parce que des tauliers formeurs, il n'y en a plus. Alors c'est encore même mieux que ça, parce que maintenant, comme ils sont en apprentissage, ils sont une semaine en entreprise, une semaine à l'école, qui permet déjà à beaucoup de professionnels de pouvoir capter ces jeunes-là, de les former à ce métier-là dans leur entreprise. Donc après, le jeune, il connaît le vestiaire, il connaît l'ambiance, il connaît tout ça. Il ne va pas partir demain matin. Donc c'est les professionnels qui nous accompagnent. Quand le professionnel il a envie d'accompagner un jeune, normalement tout va bien, quoi. On trouve suffisamment de formateurs encore aujourd'hui qui maîtrisent ces techniques anciennes? Alors nous au Garac, on a nos formateurs qui sont déjà dans la carrosserie, qui sont aussi passionnés, qui participent à cette formation-là. Et on prend une journée, un professionnel qui vient un peu d'eau, accompagner. Oui, allez, un peu d'eau, tiens, regarde. Hop, on vient sur Camille le temps que vous buvez. Là, la formation s'arrête quand pour vous? Le mois d'octobre.
Octobre? Oui. Octobre. Ah oui, c'est rapide. C'est très rapide. C'est une saison, ouais. Eh ben dis donc. Rapidement, parce qu'on arrive malheureusement à la fin. Alors, juste une chose que je voulais dire, c'est que cette certification, elle se termine par un jury professionnel. Et il y a un jury professionnel, il y a un salarié, il y a un formateur, et ils passent devant un jury professionnel pendant 20 minutes. Ils expliquent ce qu'ils font, et c'est le jury qui est souverain et qui leur donne l'examen. Alors, je suis un peu déçu parce que c'est la poussière peut-être. Et sachant que là, on a fait le tour, on a beaucoup parlé avec Camille de tout ce qui est taulier, mais qu'il y a d'autres formations pour les véhicules historiques, évidemment. On a parlé de la tôlerie, mais évidemment, il y a la mécanique. Il y a la peinture aussi. Il y a tout. Je pense qu'on va falloir qu'on revienne au Garac. C'est clair. Parce qu'on n'a pas tout dit encore. Allez, on fait une pause, puisque malheureusement, ça aussi, on est obligé. Et puis, dans quelques instants, on va recevoir Bertrand Pétremont, cofondateur de l'essence de l'automobile. Et ensuite, on finira avec Laurent Roux, directeur général du Garac, et Xavier Périca, qui est le premier adjoint au maire d'Argenteuil, qui sera avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous voici arrivés dans le dernier quart d'heure de notre rendez-vous spécial que nous faisons en direct du Garac, cette grande école des métiers de l'automobile à Argenteuil. Alors on va dans quelques instants accueillir premier adjoint au maire d'Argenteuil, monsieur Xavier Périca. Mais tout de suite, passion. On est avec un ancien élève, parce qu'en fait les anciens élèves ne partent jamais de l'école, un peu, c'est des tanguis, ils restent là, et donc on en a attrapé un autre, il s'appelle Bertrand Pétremont. Bonjour Bertrand. Bonjour. Je crois que vous connaissez bien François Alain d'ailleurs, vous avez dû magouiller ensemble. Je le subis depuis quelques années. Co-fondateur de l'essence de l'automobile. C'est quoi? Vous êtes garagiste et station-service ou bien? Non, pas du tout, non, je suis déjà un grand passionné de l'automobile d'avant. Et donc voiture ancienne. Vous étiez en quelle année au Garac? Vous avez fait quoi comme formation? Moi je suis du millésime 92-98. 1892. Vous avez fait, oui, c'est ça, vous avez fait 6 ans au Garac? Oui, j'ai fait. Vous avez redoublé 3 fois. Mais pourquoi? Oh la vache. Mais pourquoi, Bertrand? Parce qu'en fait, j'ai démarré avec un CAP, BEP, Bac Pro et BTS. Ah oui. Ah oui, là, il a approfondi. Voilà, donc j'ai fait entrée plat dessert. Voilà, d'accord. Ça c'est bien dit. Et vous étiez en alternance déjà à l'époque? Non, j'ai fait tout ça en temps plein parce que j'adorais. Voilà, donc c'était vraiment le parcours qui se faisait à l'époque. Donc enfin, je suis un passionné d'automobile depuis tout toujours, petit. Donc en fait, c'est vrai, je témoigne. Je suis arrivé au Garac de manière relativement naturelle et l'école m'a effectivement appris énormément de choses, mais apprend aussi l'entreprise en fait. C'est vraiment une école qui permet de s'ouvrir vers au-delà du métier, apprend le savoir-être en entreprise. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et c'est ce qui permet aussi aux élèves de sortir avec une vraie carte de visite et un savoir-faire qui est pour moi relativement unique, en tout cas sur le territoire. Vous avez cofondé donc l'essence de l'automobile. Alors une société qui vous commercialisez des véhicules anciens ou des véhicules de prestige? Alors véhicules anciens, véhicules de prestige, Youngtimer. D'accord. Dans des budgets relativement différents et je ne veux surtout pas avoir de clients frustrés. Donc pour ça, j'essaie. Alors vous êtes où déjà? Alors à Aubergenville dans les Yvelines. Non. Ah bon? J'étais petite là-bas. Mais sérieux, à côté des Mureaux? Voilà, donc l'Ouest parisien, dans le quartier d'Elisabethville, voilà, sur l'axe Paris-Deauville. Ouais. Juste en face l'usine de Flins. Exactement. Avant, tout près. Un peu avant. Fait, Quand on va vers la Normandie, c'est un peu avant. Exactement. Non, enfin, c'est vraiment tout près de l'usine de Flins. Vous voulez pas qu'on parle voiture plutôt? Oui, si. Rapidement. Donc un décor des années 1900, parce que je suis dans un showroom, assez, un beau décor. Avec, je commercialise aussi des produits d'artistes français, parce que j'essaye d'avoir des produits français au niveau des artistes. Donc en fait, c'est une galerie à la fois d'artistes et de vente de véhicules. Ah, c'est chouette. Qu'est-ce que c'est un dépositaire de quelques marques? Admettons aussi, que François me laisse sa carte bleue là. Qu'est-ce que je peux acheter? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Pour une fois que c'est pas moi qui lui ai prêté. Vous pouvez aller de la Jaguar Type E à la 205 j'en ai déjà une, donc ça ira. En passant par une Porsche 996 Turbo. Ah ça c'est bien ça. En ayant un BMW Z4 Roadster ou coupé. Acheter un tableau, acheter un tableau, et puis même des vêtements, parce que j'ai une marque aussi de excellent. vêtements. D'ailleurs, on voit le t-shirt sur vous. Linéa di Corsa.
Et François a aussi les chaussures Faites votre radio achat. Qui ont une très belle boutique, notamment à Paris. Et il a un caleçon aussi. Cette marque-là. Voilà. Laurent Roux, quand on voit un ancien élève du Garac comme Bertrand Petremont qui a maintenant monté complètement son entreprise, on peut être que fier. Là, on fête les 10 ans des 3 heures du Garac, mais l'école existe depuis 1948. Ils ont tous le sourire, ils sont tous heureux. Ils sont tous heureux. Et puis justement, ces 3 heures, la genèse, c'était pour eux au départ. C'était pour faire revenir les jeunes qui étaient sortis de cette école dans leur école. Et bon nombre, en fait, ont renoué avec le chemin de l'école à travers cet événement des 3 heures. Il a 10 ans et il y a de plus en plus d'anciens élèves. D'ailleurs, c'est maintenant une rencontre annuelle pour qu'ils viennent se revoir entre promos après de longues années. D'accord. Alors Laurent, les 3 heures du Garac, 10e édition, comment vous est venue l'idée de faire ça ? Eh bien écoutez, l'idée c'était surtout de faire revenir les jeunes qui étaient à travers les anciens élèves passés ici et très clairement moi passionné de véhicules, l'idée m'a été donnée par le père d'un ancien élève que j'ai croisé à un moment donné qui m'a dit... Je lui ai dit mais j'aimerais bien faire revenir les élèves, les apprentis. Il me dit moi le mien il est passé chez vous. Je dis bon il voudrait revenir. Oh non, vous savez une fois qu'ils sont passés ils n'ont pas forcément envie de revenir à l'école. Et puis 1 heure après il me recroise, il me dit j'ai l'idée. Mettez des vieilles voitures parce que tous les jeunes qui sont venus chez vous ils sont tous passionnés. Les élèves du Garac, les apprentis du Garac ils sont tous passionnés. Donc si vous mettez des vieilles voitures ils reviendront certainement. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, c'est un cercle vertueux, ça se joue à guichet fermé chaque année. Oui, c'est ça, c'est que vous êtes débordé par le succès, en fait, parce qu'il y a 350 voitures, mais l'école serait, on va demander tout de suite à Xavier Périca si on pourra agrandir, pousser les murs, mais ça serait 5 fois plus grand, il y aurait 5 fois plus de voitures, en fait. Xavier Périca. C'est probable. Ça serait encore archi plein. On accueille Xavier Périca, premier adjoint au maire d'Argenteuil. Bonjour. Bonjour. Passionné aussi d'automobile ancienne. Totalement passionné d'automobile ancienne. J'ai fait toute ma carrière dans l'automobile puisque moi j'ai commencé ma carrière chez Chausson à Gennevilliers, emblématique. C'était à l'époque le 4e constructeur automobile français. Et depuis j'ai jamais quitté l'automobile. À la fois dans ma profession, puisque j'ai gardé cette profession, et puis aussi dans mes loisirs. C'était quoi votre profession, du coup, à la fin ? Je suis contrôleur de gestion, donc dans une grande entreprise française. Qui s'appelle Renault. Voilà. Renault, ça me dit quelque chose. C'est pas un fabricant de voitures. On est fiers à Argenteuil, évidemment, d'avoir le Garac. Ma question est bête, mais des fois, je suis bête. Non, mais toute évidence, c'est également bon à dire. Donc, je crois que effectivement, c'est une belle image d'Argenteuil, le Garac. On a, je crois, un partenariat avec Monsieur Roux, l'ensemble du Garac qui est magnifique. Je crois qu'on peut le dire comme ça. On les accompagne dans leur développement, puisque vous ne croyez pas si bien dire, ils vont s'étendre, ils vont continuer de s'étendre avec la bénédiction de Georges Motron, maire d'Argenteuil, et de l'ensemble de l'équipe municipale. Ah non, mais c'est vrai de vrai, là. Ils vont pousser les murs. Ils sont en train de construire un nouveau bâtiment. D'ailleurs, je crois que ça va s'étendre à la place de la basilique. Il y a un bâtiment au sud, juste en face de la basilique. Et puis il y a un bâtiment aussi à l'ouest du nouveau, puisqu'il y aura aussi le Garac à l'ouest, à côté d'un nouveau quartier. J'ai une question qui est arrivée, excusez-moi, et pardon à nos amis Facebook, parce qu'il se passe tellement de choses passionnantes que j'ai pas pu poser les questions, sauf une qui est arrivée sur Facebook. Combien coûte une formation au Garac ? Laurent Roux. En apprentissage, de toute façon, c'est l'entreprise, en fait, via le versement d'un coût contrat, les OPCO et France Compétences. OPCO, c'est le système de mobilité. C'est le système, en fait, qui collecte et qui reverse ensuite les fonds. Un apprenti égale un coût contrat. Donc pour l'apprenti ou pour le jeune, ça ne lui coûte rien, ni à lui, ni à sa famille. Il paye que son hébergement. Voilà. Et qui, par contre, sur la partie scolaire, ils ont des frais de scolarité, d'études traditionnelles pour une école privée sous contrat. D'accord, école privée sous contrat. On va le répéter, mais cela dit, vous fonctionnez en partenariat avec les académies, en partenariat avec le système scolaire traditionnel. Tout à fait. Les diplômes bien sûr. Sont évidemment des diplômes d'État qui sont reconnus. Alors on a des diplômes, les diplômes sont des diplômes d'État, et ils sont bien sûr reconnus par l'Académie. Et puis on a des certifications aussi professionnelles qui sont des diplômes métiers, et c'est notre branche, la NFA, qui s'occupe de ces formations-là. Très bien. On va parler vraiment des 3 heures là, donc toutes les voitures sont arrivées ce matin à 9h. Elles partiront à quelle heure pour ceux qui sont dans le coin et qui voudraient venir faire un saut? Elles sont arrivées pas à 9h.
Hier, oui, à 9h. certaines hier. Hier. Ou très très tôt ce matin. Voilà. Pourquoi Laurent me regarde, je ne sais pas. Je suis arrivé effectivement très tôt, ce qui est rare, mais je suis arrivé très tôt. Monsieur Perica, vous avez une de vos voitures qui est Oui, bien sûr. C'est quoi parce qu'en dehors de mes activités, je suis aussi le responsable communication de la Traction Universelle en Ile-de-France, qui est la plus grande association au niveau national dédiée à un seul véhicule. La Traction. C'est plus de 1000 adhérents. 1700 adhérents aujourd'hui. Et donc j'ai une Traction 11B de 55. Bleu de nuit, donc qui est l'année la couleur de sortie. C'est la voiture la plus représentée aujourd'hui d'ailleurs sur. Tout à fait. J'en ai compté 15. On a fait le job. On a fait le job. Elle a été refaite ici ou pas? Non. Mais d'ailleurs le Garac possède également une Traction. Oui, nous avons une 15.6H. Oui, il y a quelques belles autos quand même parce qu'on va parler de voitures pour finir cette émission. Il y a une 205 Turbo 16 qui a fait le championnat du monde des rallyes. Il y a une Xara WRC qui a fait aussi le championnat du monde des rallyes avec un petit garçon, je crois, qui a brillé un petit peu avec 8 titres de champion du monde des rallyes. Juste derrière nous, là, on a une Renault Maxi 5 Turbo qui est ex-Jean Ragnotti. Donc, c'est des belles autos. Il y a un Proto SM qui servait au développement. Comment vous arrivez à faire venir toutes ces voitures un peu exceptionnelles ? Eh bien, en fait, cet événement est exceptionnel. Donc, en fait, il s'adresse aussi à des partenaires exceptionnels. À la fois nos anciens élèves, mais aussi tous ceux qui nous accompagnent au quotidien. Et puis, comme c'est la fête de l'automobile tous les jours au Garac, ils adorent revenir et on leur donne souvent la date très très tôt et ils la mettent tout de suite dans leur agenda. Il nous reste à peine une minute. Ça apporte quoi le Garac à Argenteuil ? C'est une vitrine, pour la ville, c'est une exemplarité, c'est la capacité qu'en Ile-de-France et en France on a un savoir-faire qu'on peut développer. Il y a les nouveaux CQP, restauration de véhicules historiques et de collection, de qualification professionnelle. Et véritablement, on peut le dire ici au Garac, le passé a aussi de l'avenir. C'est beau. C'est beau comme phrase. C'est la plus belle phrase de la matinée. Voilà. Et ça ce n'est pas que pour mon ami François ou mon garagiste de Jean-Luc. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Merci et bravo. Merci beaucoup. On reviendra avec plaisir tout le temps au Garac. On peut faire une formation pour les journalistes filles qui aimeraient bien apprendre à travailler un peu les voitures. Non, c'est complet, madame. C'est complet. On vous embrasse tous. Pour Laurence, ça démarre lundi. Merci à Arthur d'avoir réalisé cette émission ici, à Anthony de l'avoir fait de nos studios de Paris. Merci à Yanis, merci mon Anthony. Et puis on se fait des gros bisous tout le monde. Les programmes continuent sur Sud Radio. À bientôt la semaine prochaine. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Sud Radio, on parle auto. Vous a été présenté par Garac, École nationale des professions de l'automobile et de la mobilité. Sud Radio, on parle auto.